RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine féminin qui reçoit ce jour une grande équipe du complexe scolaire Bon Départ qui vient parler avec nous sur ce plateau sur le problème d'autisme. On sait que c'est une maladie qui est des fois considérée par certaines personnes comme si les enfants qui portent cette maladie ont été envoûtés. Il y en a qui cachent les enfants, qui ne savent pas les mettre par exemple dans une école pour une formation quelconque, pour une autonomisation. En ce mois d'avril consacré à cette maladie à travers le monde, nous recevons cette équipe pour venir nous édifier sur cette maladie. Et sur ce plateau, nous avons M. Kadi Moukoulou, qui est psychologue clinicien. Bienvenue sur le plateau féminin. Merci beaucoup, madame. Nous avons Madame Milolo Fouambarose, qui est directrice au complexe scolaire Bon Départ. Bienvenue sur le plateau féminin. Merci beaucoup, madame. Également Madame Popo Bilankene Esther, qui est éducatrice spécialiste. Bienvenue sur le plateau féminin. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, nous allons vers Monsieur Kadi, qui nous définit un peu l'autisme. Qu'en est-il au juste? Merci beaucoup, madame Sizi, pour la question. L'autisme n'est pas une maladie. Généralement, on dit c'est une maladie, mais ce n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par l'altération des interactions sociales et la communication et les comportements des intérêts ainsi que les comportements répétitifs. Généralement, ce sont des garçons qui sont plus affectés par cette pathologie, par ces troubles. On peut compter 3 filles sur 8 garçons. Donc, ce sont des garçons qui sont plus affectés par cette pathologie. Et c'est une pathologie où les troubles qui se manifestent de 0 à 3 ans. C'est ça en fait la définition de l'autisme. Ok, nous avons également des grandes dames qui sont là et qui reçoivent au quotidien cette catégorie d'enfants. Monsieur Kadi vient de nous dire que ce n'est pas une maladie, que moi je traitais de maladie. Alors, Madame Rose, quand vous recevez ces enfants qui viennent déjà en premier lieu, les parents ne veulent pas manifester à ce découragement, mais c'est un espoir de les remettre entre vos mains pour une autonomisation quelconque. Parlez-nous un peu de la façon dont vous les recevez et comment est-ce que vous donnez de l'espoir à ces pères et ces mères qui vous font confiance pour avoir de l'espoir dans l'avenir de ces enfants. Merci beaucoup, madame Sylvie. D'emblée, quand les parents viennent, on les encourage, on leur dit que ce n'est pas un mauvais sort comme souvent les gens pensent, ou bien de la sorcellerie, ou bien c'est une punition de la part de Dieu. On leur dit que c'est un comportement qui peut être éradiqué s'il y a la prise en charge pluridisciplinaire, s'il y a l'implication des parents et puis une sensibilisation par rapport aux gens qui habitent avec l'enfant à la maison, soit même dans la parcelle pour sensibiliser, parce que souvent on les cache dans la maison disant que non, on va se moquer de nous, c'est un enfant qui a des troubles, un enfant qui crie, un enfant qui fait l'automulation. Mieux vaut les garder dans la maison quand il y a des visiteurs, même quand il y a des gens, on ne peut pas les sortir dehors pour jouer avec les enfants de son âge. Mais on leur dit, il faut juste se sensibiliser. Peut-être que les voisins ne connaissent pas ce qui se passe réellement dans la vie de l'enfant. C'est un comportement, comme tonton Kadi vient de le dire, lié au la socialisation, il y a l'association, la communication. Tout ça, là, on leur dit que c'est un enfant comme tout autre enfant, mais qui a un petit souci. On ne dit pas que c'est l'enfant qui a un problème vraiment grave, on leur parle des petits soucis. Comme tout comme dans le monde, chacun de nous a un souci. Ce n'est pas seulement parce que vous avez un enfant, qu'est-ce que vous allez faire comme si le monde allait s'arrêter. Du coup, c'est un petit souci qu'on peut éradiquer s'il y a la prise en charge dès le bas âge. On peut avoir l'espoir. C'est comme ça que nous leur encourageons, non? Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur.
c'est quelque chose qu'on peut apporter une solution au travers l'implication des parents, la prise en charge pluridisciplinaire et la patience aussi. Parce que souvent, quand ils viennent, je me rappelle, j'ai reçu un parent qui me disait, moi je demande, est-ce que réellement mon fils aura un certificat de 6e année primaire? Je lui ai dit, bon, on ne peut pas dire qu'il n'aura pas ou oui, il aura. Ce n'est pas maintenant du niveau de l'enfant. Quand il y a la prise en charge, quand il y a l'implication de nous tous, on cherche à ce qu'on puisse trouver un bon résultat. Mais d'emblée, on ne l'air pas dit de paniquer, d'avoir de penser déjà que non, c'est la sorcellerie, c'est le mauvais sort, mais d'être patient et de continuer la prise en charge avec nous. Ensemble, on va trouver toujours une solution. Madame Popo, il y a des autistes non verbales. Il y en a quand même qui essaient de parler. J'ai assisté dans une conférence où on a dit que ce sont des autistes, mais artistes. Vous les recevez. Comment est-ce qu'ils arrivent quand même à se défendre de la sorte? Et autistes non verbal, autistes qui parlent, et ça se passe comment? Oui, il y a des autistes des autistes verbaux et non verbaux. Donc ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Nous avons ces cas-là dans notre école. Pour ceux qui parlent, nous voyons qu'ils ont la parole, nous activons. On active ça pour qu'ils puissent mieux communiquer avec les autres. Et là, nous mettons en place langage, vocabulaire, les images. Et si l'enfant est capable, il y a des images, il va nommer, il va montrer. Et s'il y a encore un degré vraiment plus haut, là, on fait l'histoire en images. Il peut narrer une histoire à partir des images. Par exemple, papa part au travail. Sur l'image, et l'enfant voit, il narre l'histoire. Peut-être maman prépare, il voit, il forme une phrase. Nous l'activons dans la sorte pour qu'il puisse bien communiquer. Et ceux qui sont non-verbaux, qui ne parlent pas pour le moment, là, nous mettons aussi en place des activités de motricité bucco-faciale pour activer les muscles, qu'ils puissent même prononcer, commencer à articuler petit à petit, et il peut commencer aussi à parler, à avancer. Nous sommes au mois d'avril et il y a également des thèmes consacrés à la semaine comme à l'année. Nous avons le psychologue, il va s'atteler sur le thème qui a été choisi pour cette année en ce qui concerne le plan international. Mais parlons de la sensoriété et autisme par rapport à la semaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir et comment est-ce qu'on peut appréhender ce thème-là qui a été choisi? Voilà, le thème est bien choisi. Bravo pour les gens qui ont choisi ce thème. C'est vraiment très important. Parce que les enfants vivant avec autisme, que nous appelons en sigle les EVA, ils ont des problèmes sérieux au niveau des sens. Tous les sens sont touchés. Si nous citons, à partir des goûts, ils sont sélectifs. Ils ne mangent pas tout. Pour donner un nouveau aliment, ça n'entre pas dans sa bouche. Là, il faut travailler sur ça. Toucher. Il y a des enfants qui refusent de toucher avec leurs mains. Ils ne touchent pas. Les crayons ne touchent pas. S'ils ne touchent pas, il ne va pas bosser les dents. Il ne va pas s'habiller. Il ne va pas même toucher les crayons pour écrire. Il faut travailler sur ça. Si nous parlons au niveau des loués, ils sont des autistes. Il y a des autistes qui sont très sensibles au bruit. Très sensibles. Les bruits comme ça, ils ferment les oreilles, ils bougent. Ils ne veulent pas. Il faut aussi travailler sur ça. Dans tous les sens là, il y a aussi quel sens on a oublié? Il y a toucher, on a parlé, louer, la vie. Il y a la vue. Ils ne veulent pas voir quelqu'un comme ça. Ils ferment les yeux. Tu peux donner une leçon, tu montres l'image, ils ferment ses yeux, ils ne veulent pas voir. Et se socialiser aux autres, ils sont plus peu réservés. Isolés. Voilà, il faut travailler aussi sur ça. Les aider à regarder, à fixer, interagir. Donc, il faut travailler sur ça. C'est un très bon thème qu'on doit analyser, approfondir et travailler sur ça. Monsieur Kadi, vous êtes psychologue et vous recevez régulièrement des parents qui passent pour avoir soit des conseils venant de votre part, mais aussi certaines remarques qu'ils doivent appliquer à la maison par rapport au comportement des enfants. Et à ceux qui disent par exemple que c'est un mauvais sort que les parents ont en ayant un enfant qui porte l'autisme.
vous en tant que psychologue, comment réagissez-vous avant que nous entrions dans le thème choisi sur le plan international? Merci beaucoup à Madame la journaliste pour cette question. C'est qu'il faut savoir que avant de scolariser un enfant chez nous à Bon Départ, nous faisons d'abord des consultations. La consultation est beaucoup plus basée sur la psychologie que nous avons apprise, c'est beaucoup plus scientifique. Avec des tests, on fait l'anamnèse, l'interrogatoire aux parents. Mais qu'est-ce que nous constatons en rapport avec ce que vous avez fait savoir? Il y a des parents qui viennent aussi avec leur diagnostic social ou culturel. C'est lié aux mœurs, à la mentalité. On cherche de boucs émissaires par rapport à la pathologie ou par rapport aux troubles. Lorsque nous nous donnons le diagnostic par rapport à la science, il y a des parents qui nous font savoir que non, pour telle pathologie, ce que vous dites c'est faux parce que nous avons constaté que depuis que tel oncle était venu à la maison, telle tante était venue à la maison, nous constatons un changement. Et surtout que la tante là, pendant qu'elle était venue à la maison, il y avait eu des échanges de paroles pendant que la mère était enceinte. Vous voyez comment est-ce que nous agissons, les parents arrivent à agir pendant la consultation, en rapport également avec le diagnostic que nous faisons. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider les parents? Il faut savoir que la première prise en charge et efficace, c'est l'acceptation du handicap. Donc nous accompagnons les enfants, nous leur expliquons qu'il s'agit des troubles. Si l'enfant est pris en charge en collaboration avec les parents, nous allons constater des évolutions. Et généralement, si les parents nous font confiance et les parents ne seront pas déçus, ils n'auront pas de tension et généralement il y a le stress, hein, parce que déjà lorsqu'une mère est enceinte, il y a une notion d'un enfant rêvé. Je voudrais avoir, la mère se fait déjà l'idée d'un enfant qu'elle voudrait avoir, un enfant qui aurait telle compétence, mais la réalité est que l'enfant a les troubles autistiques. Vous voyez que pour cette mère-là, ce n'est pas facile de pouvoir accepter le handicap. Hein. Donc nous donnons des explications, nous rassurons les parents et si nous travaillons en collaboration, en synergie, évidemment, ça ne sera pas comme une baguette magique. Hein. Du coup, tout va changer, mais petit à petit, progressivement, on va constater le changement. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir reçu l'équipe de Bon Départ parce que moi-même, le seul et unique fils que l'Éternel m'a donné, il portait cette maladie et il est pris en charge par cette meilleure équipe. C'est une maladie, bon, on nous a interdit de dire que c'est une maladie, c'est un trouble psychologique tel que les spécialistes qui sont sur ce plateau viennent de dire, mais que la femme porte, Maman Rose. Des fois, en participant dans des réunions, nous voyons le découragement dans les visages de ces femmes, mais qui espèrent quand même, qui ont une lueur d'espoir, se disant qu'un jour, leur enfant va parvenir à l'autonomie. Ça, c'est M. Kadi qui insiste souvent. Il dit, essayez de rééduquer et de suivre l'enfant à la maison pour qu'il soit autonome. Mais quel espoir vous donnez à ces femmes qui viennent avec cette idée de se dire que cet enfant peut-être ne me servira à rien, je ne veux pas l'abandonner, mais j'espère qu'il va aller de l'avant. En tant que mère d'abord, et aussi en tant que spécialiste dans la gestion de ce cas. Merci beaucoup, madame, pour la question. Souvent, quand ils viennent ainsi, parce que souvent, il y a une part de responsabilité entre les parents et l'école. L'école a sa façon de travailler et la famille aussi doit faire sa part. C'est-à-dire on doit travailler en collaboration pour avoir un bon résultat. Nous leur disons que cet enfant, on vous donne l'espoir que l'enfant peut évoluer si vous impliquez, si vous suivez les conduites à tenir que nous vous donnions. Je vous donne l'exemple d'un enfant qui fait tout dans les habits. Mais il a déjà peut-être l'âge de 5 ans, 4 ans. Vous allez voir que la mère qui vous présente un enfant avec la pampers, si vous dites que non, nous, on fait l'horaire des toilettes. Dans des classes, hein, on fait que cet enfant, on doit appliquer l'horaire des toilettes. Cela ne va plus se passer seulement à l'école, mais on doit continuer ça à la maison. Maintenant, qu'est-ce que nous déplorons? À la maison, il y a la maman qui laisse la charge à la nounou ou bien à la bonne. La bonne, pour elle, prendre l'enfant, le mettre dans le pot tout le temps, et puis vider, c'est un travail.
Pour elle, elle préfère mettre la pampers pour que l'enfant, quand il fait pas caca, il peut prendre et jeter facilement. Mais chez nous, nous avons des horaires affichés à la porte de chaque classe pour les enfants qui ont des cas pareils. Et quand on suit l'horaire des toilettes, et puis nous avons aussi un service des SAD. SAD, service suivi à domicile des enfants qui posent problème des AVQ. AVQ sont les activités de vie quotidienne. C'est que vous dites qu'on doit développer l'autonomie, c'est-à-dire un enfant de tel âge doit être capable d'aller lui-même à la toilette, faire ses besoins. S'il a envie de manger, manger seul. S'il a envie de boire de l'eau, chercher, même s'il n'a pas la parole, mais communiquer même pas à proximité pour qu'il puisse avoir ce qu'il désire en ce moment-là. Maintenant, on demande aux parents de travailler toujours en collaboration avec nous, leur implication. On demande même à ce qu'on puisse avoir une nounou uniquement pour cet enfant-là. Parce que ce n'est pas un enfant qu'on doit prendre une nounou, en même temps, elle prépare à la maison, en même temps, elle s'occupe de repasser les habits, autres, plusieurs tâches à la fois. Mais on doit avoir uniquement une nounou pour cet enfant qui a le problème d'autisme, pour qu'il fasse sa prise en charge normalement. Mais quand il y a maintenant implication des parents, implication même de la nounou, on pourrait avoir un bon résultat. Mais si on cherche à ce qu'on fasse tout à la place de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant n'arrive pas à manger, non, si je lui laisse manger, il ne va plus beaucoup manger. On leur demande, mais vous allez le faire manger jusqu'à quel âge? On cherche à ce qu'on puisse petit à petit travailler, comme Madame Popo venait de le dire, travailler dans chaque domaine pour que l'enfant puisse devenir autonome, être capable de manger seul, s'habiller seul, boire seul, faire tout seul. C'est ça notre objectif. Et c'est là, il faut qu'il y ait l'implication des parents. Si les parents ne s'impliquent pas, en tout cas, bon départ n'a pas un bateau magique pour trouver une solution brisque comme ça. Oui, Madame Popo, en tout cas, vous encadrez ces enfants. D'ailleurs, à vous voir seulement, il y en a qui changent leur attitude. Moi, j'en ai vraiment l'expérience, parce qu'à la maison, c'est autre chose. Quand vous interdisez, l'enfant peut profiter. Mais au devant de Madame Popo, moi, j'ai vu mon fils être poli et s'asseoir sur place. Quelle stratégie que vous utilisez pour essayer un peu de ne pas d'abord lui faire voir qu'il porte ce handicap-là, qu'il est comme les autres enfants et qu'il doit respecter les directives de l'école. La stratégie que vous utilisez, c'est laquelle? Voilà, merci beaucoup, une belle question. Donc, nous avons nos stratégies en place. Quand nous avons un enfant devant nous, c'est un enfant comme tout autre enfant. On l'accueille avec gentillesse, avec amour et des petits câlins qui vous acceptent. Il va d'abord vous accepter. S'il faut supporter sur les jambes, tu les portes. Mais à condition qu'il y ait, s'il y a une erreur, il y a un comportement qui ne va pas, on interdit. On se montre autoritaire. C'est ça la première chose à faire. Si tu n'es pas autorité, tu ne te montres pas autoritaire devant l'enfant, il va te dominer. C'est ça notre unique secret. On se montre autoritaire. Et je sais, ça je n'aime pas. Il comprend que Madame Popo n'aime pas ça. Ça, ok, ça va, tape 5. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, il faut faire. Ça, il ne faut pas faire. Donc, des règles pareilles, vous avancez, petit à petit, l'enfant comprend. Ok. Ok. Monsieur Kadi, essaie un peu de nous parler de ce thème qui a été choisi sur le plan international, à savoir promouvoir la neurodiversité et les objectifs du développement durable. Que viennent faire les développements durables? Oui, lorsqu'on parle de la neurodiversité, il y a dans ce terme-là le cerveau. Il faut savoir que les cerveaux humains ne fonctionnent pas de la même façon. Les personnes vivant avec handicap, notamment les personnes autistiques, leur cerveau fonctionne d'une autre façon que les personnes n'ayant pas l'autisme. C'est la raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies voudrait à ce que cette année soit célébrée l'année de la neurodiversité pour des objectifs durables. Et comme nous savons que dans ce thème, nous parlons également de l'inclusion des personnes vivant avec autisme. C'est-à-dire, nous qui n'avons pas l'autisme, nous devrions accepter ces personnes, vivre avec ces personnes, les accompagner par rapport à leurs compétences, leurs aptitudes, et les accepter également dans la société qui est de les marginaliser. Comme les Nations Unies a des objectifs spécifiques pour d'ici l'an 2030, qui est une évolution, un progrès des populations
y compris des personnes vivant avec un handicap et les personnes avec autisme également. Donc si nous les accompagnons, nous les formons, ils sont utiles dans la société, ils peuvent aussi donner quelque chose à l'évolution, au progrès, au développement de la société. Elles ne sont pas des personnes à rejeter dans la société. Elles sont acceptables dans la société. Nous devrions vivre avec elles et nous ne devrions pas toujours avoir l'idée du trouble. Mais comme les handicaps pour eux, c'est comme une expression naturelle, nous les acceptons tels qu'ils sont et nous vivons avec eux. Nous travaillons avec eux. Un ajout, madame. Ouais. Ce sont des enfants qui ont des potentialités. Ils ont vraiment des potentialités. Si on détecte ça, et vous allez voir qu'ils sont extraordinaires. L'intelligence, ils en ont. Et il y a des côtés très forts. Ils ont des côtés très forts. Moi, j'ai des enfants dans ma classe. J'ai un enfant chez eux, il ne parle pas l'anglais. Mais cet enfant fait les comptages en anglais. Il nomme des images en anglais. J'ai même convoqué la maman. Mais comment cet enfant me parle l'anglais? Moi, je ne connais pas l'anglais. Vous parlez l'anglais à la maison? Il me dit non, on ne parle pas l'anglais. C'est seulement la télé qu'il est en train de voir. Et il fait tout ça en anglais, seulement la télé. Oui, il fait seulement la télé. Et cet enfant, il est impeccable. Quand il est venu, il paraît, l'enfant ne touche pas. L'enfant ne fait rien. L'enfant ici, madame, qu'est-ce qu'on va faire? Orientez-nous à la kiné et tout. Ces mains-là ne fonctionnent pas. Moi, j'ai dit, ah bon, les mains ici, il n'y a pas un problème, on va voir. Et l'enfant montrait des choses terribles. Maintenant, là que je vous dis, l'enfant tient très bien les crayons. Il écrit de 1 à 10. Il écrit au tableau. S'il passe, il prend la craie, il mange. Il coupe même sa nourriture, il met dans la bouche. Et ce sont des miracles. Ses parents disent, ça, c'est quel miracle? Ok. Monsieur Kadi, un autre ajout. Oui, je voudrais dire aussi par rapport toujours à la neurodiversité, il faut savoir que les personnes autistes ne sont pas des personnes à part entière comme nous les considérons. Je peux prendre l'exemple d'un enfant que nous avons à l'école Ngimbi. C'est vrai que c'est un enfant avec autisme, mais a des atouts artistiques. Il est à même de pouvoir faire des décorations, le dessin, la peinture. N'a pas appris toutes ces activités d'art plastique. Mais si nous l'accompagnons, vous verrez que cet enfant est à même de pouvoir donner quelque chose à la société. En tout cas, M. Kadi, nous profitons, vous êtes psychologue, mais Oui. comment détecter ce signe d'autisme après la naissance d'un enfant? Parce que des fois, les parents ils constatent ça un peu en retard. Oui, Hein? oui. Pour la prévention ou bien pour orienter l'enfant. Comment est-ce qu'on constate ça? Bon, généralement, lorsque nous parlons des troubles, vous voyez, s'il faut voir la chaîne dans la prise en charge, un enfant qui naît au monde, généralement, c'est soit la sage-femme qui doit faire accoucher la maman, ou soit le médecin gynéco-obstétricien, généralement, et après, l'enfant doit être référé au pédiatre qui voit l'enfant. Peut-être le psychologue verra l'enfant ou pas après 5 ans, 8 ans, ainsi de suite. Vous voyez, à la dernière position. Mais ici, dans notre pays, il y a un grand souci. L'autisme n'est pas encore connu. Je voudrais vous faire savoir que généralement, je ne critique pas, même de médecins parfois, dans les cursus académiques, dans la formation de médecins, est-ce qu'ils sont bien formés par rapport à cette pathologie, à ces troubles plutôt? L'autisme, parce que ce sont eux qui reçoivent d'abord. C'est lui qui est médecin, qui doit accoucher une maman. Généralement, après 45 jours, c'est les CEPON, la consultation après la naissance. C'est toujours le médecin qui va voir l'enfant, le gynécologue ou le pédiatre, vous voyez? Vous voyez? Et aujourd'hui, dans la littérature, nous sommes à même de pouvoir détecter les signes chez un bébé présentant les traits autistiques. Déjà à partir de 2 mois, c'est facile. Vous savez qu'un enfant qui vient au monde, c'est un enfant, généralement, vous êtes mère, vous en avez l'expérience, de l'expérience, l'enfant va vous regarder dans les yeux. Lorsque vous souriez, l'enfant va sourire également. Mais notamment chez les enfants, les bébés avec autisme, il n'y a pas
cette interaction-là. L'enfant ne vous fixe pas le regard, ne vous regarde pas, ne sourit pas. Et ce sont des bébés qui pleurent à tout moment, qui pleurent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont un peu indifférents. Ça, c'est déjà, ce sont des indices. Hein? Donc, ce n'est pas tellement facile de pouvoir détecter l'autisme de 0 à 2 ans. Généralement, c'est un peu difficile. Mais si on est très bien formé, rien que par l'observation, on peut déjà détecter. Donc moi, en tant que psychologue, je souhaiterais assez que dans la formation de médecins, ce sont eux qui reçoivent en première position des enfants, qu'on puisse beaucoup plus parler de l'autisme. Parce que ce sont eux qui arrivent à diagnostiquer dans un premier temps que le psychologue. Après la naissance, 45 jours, c'est le CEPON, c'est la CEPON, c'est le médecin qui va toujours recevoir l'enfant, le pédiatre. Il va examiner l'enfant. S'il est à même de pouvoir détecter les signes, il peut déjà alerter. J'ai constaté des signes un peu suspects. En ce moment-là, on peut peut-être référer le cas chez les psychiatres, les neuropsychiatres ou bien chez les psychologues. Donc nous travaillons en synergie, mais nous devrions être beaucoup plus formés dans nos universités, notamment en médecine, en psychologie, par rapport à ces troubles. En tout cas, nous allons vers la fin de notre émission. Madame Rose, un plaidoyer pour qu'on puisse aider non seulement ces familles, mais également vous qui éduquez et qui prenez en charge de ces enfants-là. C'est pas facile, hein, de recevoir dans une classe 3 ou 4 enfants, si on peut les appeler spéciaux, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Que faire pour vous accompagner? Et de votre côté, comment prêter main forte à ces familles qui sont fragilisées, si on peut les appeler ainsi, entre guillemets, pour accompagner ces enfants? Merci beaucoup, madame. Déjà, la prise en charge de ces enfants, les frais scolaires coûtent un peu cher. Même quand les enfants là tombent malades, leurs soins médicaux, c'est très cher. Moi, je souhaiterais que les gouvernements puissent prendre en charge, comme ça se passe dans d'autres cieux. C'est les gouvernements qui prennent en charge les enfants autistes et même les personnes qui font la prise en charge des enfants autistes. Parce que vous voyez, quand M. Gadi vient de vous expliquer, il faut travailler en synergie. Ce n'est pas une seule personne qui va travailler, encadrer un enfant autiste, comme Mme Popo est là. Elle ne sera pas seule. Elle travaille avec un AVES. Elle voit souvent les psychologues. S'il y a besoin de kiné, on doit voir la personne de la kiné. S'il s'agit de logopède, on doit voir la logopède. Donc, il faut vraiment des moyens. Par exemple, il venait de vous dire qu'il faut détecter aussi les capacités de ces enfants-là. Parce qu'on ne peut pas dire que ce sont des enfants qui ne peuvent rien faire. Moi, je donne le cas d'un enfant qui est dans ma direction en première année maternelle. Mais c'est un enfant qui voulait déjà des mots et des phrases. On a eu à convoquer les parents, les pères pour demander où est-ce qu'il a appris. Lui aussi était étonné. Quand il vient dans mon bureau, il dit, Madame Rose, j'ai écrit, il y a une femme qui est écrit note de service. Il commence d'abord à lire les lettres N-O-T, note. S-T, et puis il voulait les mots service. Il lit tous les mots, mais il n'a que 4 ans. Mais c'est un enfant qui a des troubles autistiques. Cet enfant, il faudrait quoi? L'orientation. Tout ça, ça demande des moyens. D'où c'est notre gouvernement qui devait prendre tous ces enfants en charge. Non, c'est parce que, par exemple, maintenant, là, nous avons la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, on n'a pas pensé aux enfants vivant avec handicap, entre autres les autistes. On n'a pas pensé à ça. Il faudrait que le gouvernement puisse prendre en charge et les enfants, et les parents, et les personnes qui font la prise en charge. Donner des primes d'encouragement, des cadeaux pour les sensibiliser à ce qu'ils puissent avoir le courage et le goût de travailler, d'encadrer ces enfants convenablement. Madame Popo, dans quelques lignes, et M. Kadi, comme ça, nous chutons et bouclons l'émission. Oui, comme Madame Rose venait de le dire, c'est pas facile. Et ce ne sont pas des enfants rejetés, comme on venait de le dire. Ils ont des capacités terribles. Il faut toujours les accompagner. Et dès le bas âge, ça fait du bien et ça donne de bons résultats. Donc c'est ce que nous voulons. L'État, nos autorités puissent aider les enfants vivant avec autisme et leurs parents. C'est très nécessaire. Et les encadreurs, surtout ça. Les encadreurs, il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir la patience. Il faut avoir l'amour pour encadrer ces enfants-là. Parce qu'ils ont des comportements terribles. Il y a aussi des cas très compliqués que vous n'arrivez pas à gérer, mais vous allez faire l'effort pour maîtriser l'enfant, pour les calmer, et l'enfant reste assis même pendant 5 minutes. Vous remontez 10 minutes, vous montez 20 minutes, et il peut y arriver que l'enfant est là 30 minutes à sa place. C'est pas facile. Merci Madame Popo, M. Kadi. Oui. Le réalisateur signale déjà, mais c'est un sujet
en Oui. tout cas qui touche les familles, dont les femmes portent et certaines familles. Monsieur Kadi, pour boucler. Oui, pour revenir un tout petit peu par rapport à ce que j'avais dit, les signes chez les bébés présentant l'autisme, hein, les traits autistiques, il y a aussi les babillages, c'est-à-dire l'enfant, un bébé déjà arrive à babiller, faire des sons, des syllabes, ba, 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 bo, bo, bo. Mais chez les enfants avec les bébés présentant les traits autistiques n'ont pas ces signes-là. Mais aussi dans nos hôpitaux, il n'y a pas de psychologues. Vous savez, les psychologues sont formés en autisme, comme les médecins devaient être formés. Donc si nous travaillons en synergie, en équipe pluridisciplinaire, et qu'on accepte aussi les psychologues dans les hôpitaux, en tout cas, nous allons rendre un bon service à la nation congolaise. Voilà, c'était la grande équipe du complexe scolaire Bon Départ avec qui on a parlé de l'autisme. Merci d'avoir accepté notre invitation sur la RTGA. Merci à vous tous qui avez accepté de nous suivre. On se retrouve prochainement et avec le même plaisir. Ici chez nous au plateau, on se lève. Hein? On n'a pas eu